dans l'affaire de Hadamard, où là, les médias sont là et sont présents. Et du coup, et c'est symbolique aussi que ce soit porté par des familles de victimes, que ce soit des familles de victimes qui proposent ce support, parce qu'il y a un manquement de la part de nos institutions qui, au lieu de faire ce travail-là, nient tous ces crimes policiers, puisque à partir du moment, ce que nous répondent les institutions, c'est qu'à partir du moment où les policiers ne sont pas condamnés, c'est comme si ça n'existait pas, en fait, tout simplement. Donc ça voudrait dire que la responsabilité, il y a toujours une responsabilité dans la mort de quelqu'un. C'est impossible qu'il n'y ait pas de responsabilité. Il faut le vouloir pour tuer un homme de ses propres mains. Il faut le vouloir pour tuer un homme d'une balle dans le dos. Il faut le vouloir pour étouffer, pour étrangler quelqu'un de ses propres mains. Donc moi, il y a un terme qui me chagrine particulièrement à chaque fois que je l'entends, parce que c'est bavure. Bavure, c'est pour nous, ce ne sont pas des bavures, c'est une volonté de vouloir tuer quelqu'un. Bavure, c'est qu'il y a eu une erreur, et en fait, cette erreur-là, ça voudrait dire que c'est un accident. Et en fait, c'est pas un accident, en fait. Et donc voilà. Donc du coup, je crois que j'ai été trop longue. On a 2 minutes. Donc voilà, cet observatoire, il va s'appeler l'Observatoire national des violences policières. J'espère que toutes les familles y participeront et que tous les collectifs qu'on a pu rencontrer, qui nous soutiennent, les étudiants. On a besoin de monde, donc les étudiants, je vous fais appel ce soir si éventuellement vous êtes intéressés pour alimenter, pour faire ce travail aussi d'alimenter ce site avec des données. Et donc n'hésitez pas à venir vers nous, soit via la page du collectif Urgence Notre Police Assassine. Donc ça sera complètement quelque chose à part de Urgence Notre Police Assassine. Parce que Urgence Notre Police Assassine, c'est radical. On ne plaît pas à tout le monde. Donc forcément, avec Urgence, du coup, on est taxé d'être des anti-polices, des ultra-gauchistes, des je ne sais quoi, et j'en passe. En tous les cas, Urgence existera toujours parce qu'il faut qu'on ait cette liberté de pouvoir dire les choses. Et l'observatoire, ce sera quelque chose de, même si ce ne sera pas tout à fait neutre, en tous les cas, il faut qu'on ait des chiffres et qu'on soit unis pour cet observatoire. Et voilà, j'espère qu'on le fera ensemble. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Merci. Bonjour à vous tous. Salut. Voilà. Bonjour à vous tous. Rapproche-le ça. Bonjour à vous tous. Allez. Bonjour à vous tous. C'est vraiment impressionnant je ne pensais pas qu'il allait y avoir autant de monde.
préparé grand-chose, je n'ai pas préparé de discours. En tout cas, je tenais à vous remercier. Aujourd'hui, c'est moi qui est là, c'est moi qui parle. Au nom de toute ma famille, on est une grande famille. On vous remercie tous. Et depuis le début, en tout cas, de ce combat, ça fait que quelques mois aujourd'hui, mais on a ce soutien énorme qui nous donne vraiment beaucoup de force. Et sans vous, aujourd'hui, tout ce qu'on fait, en tout cas aujourd'hui, et comment on avance, on ne pourrait pas le faire. Et ça, c'est vraiment important qu'on puisse vous le dire, parce que vous nous donnez tellement de la force que même quand on veut lâcher, quand on est fatigué, quand on dit bon bah on arrête, bah, vous êtes derrière nous, vous nous envoyez des messages. Aujourd'hui, cette femme qui nous accueille, toi qui nous a, franchement, je la remercie beaucoup parce que pendant toute la durée de la préparation, elle nous a appelés tout le temps avec notre famille pour qu'on soit là, en tout cas aujourd'hui, à vos côtés. Merci beaucoup au nom vraiment de toute ma famille. Et j'en remercie aussi toutes les associations. Et toutes ces associations qui ont pu nous aider, ces collectifs, dont le collectif d'Amal qui était là aussi dès le début, mais vraiment tout le monde, hein, c'est vraiment sans oublier personne. Ça, c'est important pour nous. Parce que ce qui nous est arrivé, en tout cas le 19 juillet, nous n'étions pas préparés à tout ça. Vraiment pas, ça nous est tombé dessus. J'ai même pas de mots, je ne sais pas. Nous, voilà, Adama, il est mort dans des conditions atroces. Vous savez, quand le pompier nous donne certaines déclarations et qu'il nous confirme dans quel état il est mort, bon bah ça nous... bien sûr, ça fait avancer l'enquête, mais nous, ça nous meurtrit encore plus, parce qu'on se dit, bon bah mon frère, il est mort dans des conditions atroces, seul, et comme un chien. Parce qu'il faut dire les mots, il ne faut pas peser les mots, c'est ce qui s'est passé. Mon frère, il est mort dans les locaux de la gendarmerie. Et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est important de le dire. Il n'est pas mort dans la rue. Il n'est pas mort... même s'il serait mort dans la rue, mais il est mort dans un endroit qui est assez symbolique et fort dans l'État français. Parce que soit la police ou la République, ça appartient à qui? Ça appartient à la République, ça appartient à cet État-là, qui aujourd'hui reste muette, qui ne fait rien. On va dire les choses, tout en restant politiquement correct. C'est comme s'ils donnaient une autorisation à tuer. Parce qu'aujourd'hui, ils ont tué mon frère. Avant ça, il y a eu d'autres victimes. Et il ne faut pas qu'il y ait d'autres victimes. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres morts. Parce que vous savez ce que nous, on vit aujourd'hui, bon, bah, on le souhaite à personne. Vraiment, on le souhaite vraiment à personne parce que c'est quelque chose de très dur, très dur à porter. Hein. En tuant notre frère, c'est vrai qu'il est parti, c'est vrai qu'il n'est pas là. Mais ils ont tué quelque chose en nous. Il y a vraiment quelque chose en nous qui nous a enlevés. On est là, on parle avec vous, on est assez fort, mais on se dit, mais je fais tout ça pour mon frère, je me lève, on se lève chaque jour, chaque matin pour faire ça pour mon frère, mais on ne le reverra plus. Et on se dit, mais est-ce que tout ça, ça a un sens? Est-ce qu'on doit le faire? Et après, on se dit, si, ça a un sens. Il faut le faire parce qu'il ne faut plus qu'il y ait de victimes. Il ne faut plus que ça arrive, il ne faut plus que ça continue. Et pour plus que ça continue, il faut qu'il y ait une mobilisation assez forte. Et cette mobilisation-là, il faut que tout le monde, pour faire plier la France, pour faire plier la République, il faut que tout le monde se lève. Et ce n'est pas que les quartiers populaires qui vivent tout ça, qui doivent se lever, aller dans les rues, ou comme on a vu pour la loi de travail, où c'est une autre partie de la population qui y va, c'est tout le monde qui doit se lever. Le jour où tout le monde aura compris ça, et que tout le monde va se lever et va marcher dans les rues de France pour arrêter toutes ces violences, que ce soit ces violences qu'on leur donne, parce qu'on leur donne, hein, on les autorise à faire ça, parce qu'ils continuent à le faire. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, que tout le monde ne va pas se lever pour aller ensemble, ben ils vont continuer à le faire. Aujourd'hui, si nous on est là, on est à la fac, c'est très bien, on n'est pas dans un quartier populaire, on n'est pas forcément qu'avec des jeunes issus de quartiers populaires, on est avec vous aujourd'hui, et cette force-là, il faut aller leur donner à eux aussi. Comme eux peuvent vous donner cette force-là, parce que si on n'est pas ensemble, on ne peut pas le faire. Si une partie de la population se lève et que l'autre ne se lève pas, c'est pas grave, diviser pour mieux régner. Mais si on y va tous ensemble, la révolution, on l'a eu comment? En France, elle s'est faite comment la révolution? Tout le monde s'est levé, tout le monde est parti. Et on doit la faire ensemble.
temps de parole, il est limité, donc je ne vais pas revenir sur cette journée du 19 et sur toute cette injustice qu'on a pu vivre, parce qu'on a vécu des injustices. Et heureusement qu'on a pu se défendre parce qu'on connaît nos droits. Et aujourd'hui, ce qui est important aussi, et c'est moi ce que je veux dire aux jeunes, vraiment à tous les jeunes, que ce soit vous, les jeunes issus de quartiers populaires, c'est important de connaître ses droits, c'est important de savoir se défendre, parce que quand on ne sait pas se défendre, quand on ne connaît pas ses droits, quand on ne sait pas s'exprimer, on bafoue nos droits, on nous utilise et tout est camouflé et on fait comme si de rien n'était. Et ça, on n'a pas le droit. Le droit doit être accessible à tout le monde. Et ça, c'est vraiment tout le monde, c'est quelque chose qu'il faut faire vraiment propager et partager à tout le monde. Parce que quand on ne connaît pas ses droits, on ne peut pas avancer, c'est pas possible. Parce que quand on a la chance d'être en France, dans un pays de droit, il faut utiliser ses droits. Et parce que quand je dis ça, c'est qu'il y a eu énormément de mensonges sur le dossier d'Adama. Il y en a eu énormément. Donc il y a eu des mensonges, on a toujours contre-attaqué derrière, avec nos avocats. Toujours. Un autre mensonge emmène à une autre vérité. Un autre mensonge emmène à une autre vérité. Et on va continuer en tout cas dans ce sens-là, parce qu'on sait qu'il y a encore des mensonges qui vont sortir. Et nous, on est derrière aujourd'hui. On attend le dépaysement. Donc le procureur n'est plus sur l'affaire. Une fois qu'on aura le dépaysement, ce qu'on veut, nous, c'est la mise en examen des gendarmes. Donc on nous dit, vous rêvez, il n'y aura pas de mise en examen des gendarmes. Moi, je vous dis que si, on aura une mise en examen des gendarmes. Et on ne pourra pas la faire seule. Ça veut dire qu'il faudra la faire avec vous. Et quand ils vont nous dire non, quand ils vont nous dire qu'on ne pourra pas la faire, nous, on fera un appel, il faudra tout sortir. Parce que s'il n'y a pas de mise en examen de ces gendarmes-là, il y aura d'autres gendarmes qui vont le faire et ils vont tuer, ils vont continuer à tuer. Et aussi, sortir dans les rues et parler et se défendre, c'est aussi pour que les affaires qui sont en cours, qui sont derrière nous, puissent être jugées équitablement. Parce qu'il y a des affaires qui sont encore là, qui sont peut-être prises à la légère ou qui ne sont pas forcément jugées comme elles devraient être jugées. Tout ça, doit donner une force à tout ça et retourner, que ça soit, qu'on change de sens, qu'on aille vers le sens de la justice et de la vérité. Pour finir, pour faire court, nous on a déposé dans la semaine l'association Au nom d'Adama. Donc c'est quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur avec notre famille. De faire quelque chose au nom de mon frère, c'était fort et symbolique pour nous. C'est vraiment, à travers cette association, nous on veut qu'il y ait un accès au droit et à la justice. Ce que je disais tout à l'heure, tout le monde a le droit à la justice, peu importe son histoire, peu importe. Et si nous, à travers Adama, on peut aider ces personnes-là, ces jeunes-là, ou vous, ou d'autres personnes, à arriver à cette justice, à des droits, à une justice et à une vérité, si on peut le faire à travers du nom d'Adama, on aura gagné. Et aussi une autre chose, c'est cette association, ce ne sera pas que sur des bavures policières, des crimes policiers. C'est qu'Adama, il est parti à 24 ans. Adama, il était jeune. Adama, il avait un bel avenir devant lui. Il avait plein de belles choses. Vous savez, le soir de son anniversaire, il avait prévu d'aller manger au restaurant avec ses amis et ses frères. Et le week-end, il devait partir dans le sud à Valence, rejoindre sa sœur jumelle et descendre en Espagne. Mon frère, il aimait énormément voyager. Il a fait presque... Je dirais pas qu'il a fait presque tous les pays d'Europe, mais il en a fait beaucoup. Et en fait, à travers cette association-là, nous, on veut que tous ces jeunes-là, qui sont jeunes, qui sont encore jeunes, qui ont encore un avenir devant eux, puissent le vivre à travers le nom d'Adama, parce qu'Adama, il n'a pas pu le faire. Et nous, si on peut le faire à travers d'autres personnes, à travers d'autres jeunes qui ont cet espoir-là, en disant, regardez devant vous, prenez un chemin où votre avenir, il sera bon, il sera beau. Si on peut le faire à travers le nom de mon frère, à travers cette association-là, Adama, il est encore dans notre cœur, mais il vivra pour tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, mon frère, c'est un symbole pour nous, mais je pense que c'est un symbole pour vous tous et pour nous tous. Et j'espère qu'à travers son nom, on pourra avoir une justice et une vérité pour lui et pour toutes les affaires qui vont arriver derrière et pour toutes celles qui sont devant nous et toutes celles qui sont derrière nous. Donc je vous remercie, vraiment merci beaucoup.
pour Adama, où on essaye en tout cas de mettre toutes les informations, les photos que vous nous envoyez avec les t-shirts. Donc voilà, c'est vraiment, et quand l'association en tout cas sera officielle, j'espère qu'on aura autant d'adhérents que vous êtes aujourd'hui. Merci beaucoup. La parole à... Excusez-moi, je vais devoir partir, je ne vais pas pouvoir rester jusqu'à la fin du meeting parce qu'on est attendu autre part, qui commence aussi à 18h, mais bon, j'ai préféré commencer avec vous et finir avec eux. Guillaume Bazot, professeur des Parisien, qui a été victime de violences policières récemment. Bonsoir tout le monde. Moi je voulais commencer par remercier les autres intervenantes qui sont tous des figures de la lutte contre les violences policières, contre le racisme et contre la répression. Intervenir après Amal Menfouti, après Acha Traoré, c'est forcément intervenir avec humilité, avec détermination aussi. Moi, pour dire quelques mots sur ce qui m'est arrivé et après essayer de chercher à apporter un éclairage aussi sur ce dont on discute ce soir. Moi, je pense que la première chose à dire, c'est ce qui est arrivé le jeudi 22 septembre au soir. Ça constitue une défense pratique de la part des policiers de leur propre impunité. Parce que qu'est-ce qui s'est passé ? D'abord, en sortant de la gare, je me suis retrouvé face à un dispositif où il y avait entre 35 et 40 policiers de la police nationale, membres de la sûreté SNCF et de la brigade anticriminalité. Tout ça pourquoi ? Pour exercer un contrôle d'identité extrêmement brutal contre une femme qui était noire et qui criait de douleur. Et c'est pour ça que c'était attroupé un certain nombre d'habitants. Moi, j'ai voulu filmer ce contrôle pour leur imposer de rendre public leur pratique et peut-être essayer de leur poser une limite. Ça n'a pas duré longtemps, j'étais attrapé, j'étais brutalisé, menacé de mort, menacé de viol, des menaces qui ont été précisées quand ils ont trouvé mon adresse, en disant qu'ils allaient venir à mon adresse, et des menaces qui ont été étendues à mes collègues de la Sorbonne en disant qu'ils viendraient ici pour nous tuer et nous violer. Donc cette affaire, elle a connu une médiatisation importante, et pourtant, c'est une histoire qui est banale, c'est une histoire qui est quotidienne. Le seul élément qui n'est pas banal là-dedans, c'est que ça soit arrivé à quelqu'un qui est enseignant à la Sorbonne et qui n'est pas racisé. Et c'est ça, je pense qu'il faut commencer par souligner. Et si ça permet de discuter des violences policières et celles qui touchent structurellement les habitants des quartiers populaires et les personnes racisées, alors c'est déjà un petit pas en avant qu'on aura pu faire. Ce pas en avant, il commence un tout petit peu à se concrétiser avec le fait que l'appel à témoignage large qu'on a rendu public, il a généré déjà une libération de la parole sur des violences policières, non seulement celle du 22 au soir, mais bien au-delà, celles qui touchent l'ensemble de la ville de Saint-Denis. Il y a des choses qui nous arrivent, qui remontent aux années 90, qui remontent il y a plusieurs années, qui touchent d'autres villes, et qui permettent en fait de montrer que ces violences policières structurelles, ce qui les fait tenir, c'est qu'il y a une omerta, il y a une interdiction de parler, et c'est cette interdiction qu'il faut qu'on réussisse à lever en construisant un rapport de force. Bon, ce qui est arrivé ce soir-là, je trouve que ça amène à questionner en premier lieu ce que fait la police et ce que font les différentes forces de l'ordre dans une ville comme Saint-Denis. Mais il n'y a pas que Saint-Denis où ça se passe. Ce que fait la police, c'est l'usage de techniques de répression qui sont héritées de l'époque coloniale et qui perdurent jusqu'à aujourd'hui, qui sont des méthodes de répression, qui sont des agressions collectives contre la population, c'est-à-dire ce que les classes dominantes ont appelé l'habeas corpus, qui en droit fait que la police est censée traiter les individus et les traiter comme individus. En réalité, ça n'a jamais existé dans les colonies et ça n'a jamais existé dans les quartiers populaires contre les personnes racisées. La police frappe les populations, intimide les populations, de la même manière qu'elle menait au temps des colonies des représailles sur l'ensemble des villages ou sur l'ensemble de ce qui s'appelait les quartiers noirs pour imposer un ordre politique et l'oppression raciste. Il y a une continuité historique, une permanence dans les pratiques de la police dans une ville comme Saint-Denis. C'est le travail d'un collègue qui s'appelle Mathieu Rigouste, qui montre comment le savoir-faire français, je mets ça entre guillemets, c'est eux qui en parlent de cette manière-là, c'est exporté, le savoir-faire français en matière de maintien d'ordre, c'est exporté,
il s'est exporté d'une expérience qui avait été accumulée par les forces de répression, l'armée et la police française dans les colonies, notamment par la répression des patriotes algériens et des patriotes camerounais et des patriotes d'autres pays qui ont été massacrés. Et cette doctrine contre-subversive, comme il l'appelle, a ensuite servi et inspiré des dictatures comme celle de Pinochet, comme celle de Videla en Amérique du Sud. Donc c'est ces méthodes-là aujourd'hui qui sont encore utilisées dans les quartiers. Et ce qui explique cette continuité et le fait qu'il y a une espèce de copier-coller entre ces méthodes de répression de la police, celles qui se sont exprimées le jeudi 22 au soir et qui continuent à s'exprimer tous les jours, c'est tout simplement parce qu'il y a aussi une continuité dans l'oppression coloniale, néocoloniale qui sont subies par les pays africains et les anciennes colonies. On le voit avec les guerres. Hollande a le record, une guerre par an à peu près sous son mandat, et les pillages coloniaux qui se maintiennent. Et je voudrais en passant souligner que le Front National, pour qui vote plus de 50% des policiers et des gendarmes, a toujours combiné, dans une espèce de paradoxe apparent mais qui en réalité est entièrement cohérent, la revendication du repli national ici en France, avec le fait d'être une instance qui sert aussi de lieu de formation aux gardes du corps privé des principaux dictateurs france-africains. Et cela, en fait, c'est entièrement cohérent. C'est l'ensemble d'une politique qui a un volet intérieur et qui a un volet extérieur, et qui n'est pas qu'une politique du Front National, parce que le Front National est collé tout contre les institutions de répression de l'État français en ce qui concerne l'oppression des populations racisées. Qu'est-ce que c'est donc que la nouveauté, puisque je parle de continuité? La nouveauté, c'est l'extension de ces méthodes au-delà des populations pauvres et racisées, à travers l'installation de l'état d'urgence permanent. Je crois qu'on l'a vu quand il s'agissait de manifester contre la COP21 en décembre dernier, ou contre la loi travail au printemps. En 2005, l'état d'urgence avait été décrété pour les banlieues. C'était la première fois qu'il l'était à nouveau depuis la répression de la révolution algérienne. En 2015, et depuis, il a été étendu à l'ensemble du territoire, et donc on voit l'extension de ces pratiques-là. Il faut que ça nous permette d'en parler et de visibiliser l'ensemble, ce qu'il y avait avant, ce qu'il y a maintenant, et que ça nous permette de construire un front pour lutter contre tout ça. La deuxième chose que je voudrais développer ce soir, ça concerne ma position en tant qu'enseignant de l'université, en tant que personne non racisée. Ce qui se pose une question, c'est de savoir quelle est la légitimité que nous, ici à l'université, on peut avoir pour parler des violences policières. Parce qu'on ne les subit pas de la même manière que les habitantes et habitants des quartiers populaires. Et en fait, il me semble que la question, c'est pas de savoir si on a le droit d'en parler, mais plutôt qu'on a le devoir d'en parler. Et je dis ça pour interpeller, y compris les étudiants et les collègues. D'en parler, mais pas d'en parler à la place des personnes qui sont directement ciblées par le racisme et les violences policières, mais d'en parler à côté, d'en parler avec, et d'essayer de générer à partir de l'université, puisque l'université a accès à l'espace public, une prise de confiance pour que tout le monde puisse en parler, et notamment les premiers concernés. Valls disait il y a un peu plus d'un an, en visant d'ailleurs les chercheurs en sciences sociales, que face au terrorisme, chercher à comprendre, c'est déjà excusé. Chercher à comprendre, c'est déjà excusé. Ça, c'est l'axiome politique d'une société policière. Ça, c'est un axiome politique qui permet d'imposer un langage unique et qui débouche sur le 22 au soir des policiers qui, face à une femme noire, pauvre, racisée, qui n'a pas de ticket, expliquent qu'ils sont déjà dans la lutte contre le terrorisme. Au contraire, les sciences sociales qui nous servent à décrire, à enquêter, à rendre visible la réalité sociale, elles doivent réussir à rendre visible tout ça. Sinon, à quoi sert la Sorbonne? La Sorbonne doit commencer à servir à ça. La Sorbonne, elle a été ciblée par les policiers ce soir-là, qui voulaient réaffirmer leur impunité en disant qu'ils allaient venir jusqu'ici pour nous violer, nous tuer. C'est à nous maintenant d'aller jusqu'à eux, en réalité, pour mettre en lumière les millions de contrôles aux faciès, les violences policières, les humiliations quotidiennes, et la répression silencieuse et implacable qui vise aussi les salariés qui relèvent la tête. Et je pense que ce que disait Amal Bentoussi là-dessus, en appelant les étudiants à contribuer, à faire émerger les témoignages, à faire émerger la réalité de ces violences policières, c'est un appel auquel on doit répondre en tant qu'étudiant, en tant qu'enseignant, en tant que personnel des universités. La classe politique dominante, elle est en train de s'acheminer, avec une grande homogénéité d'ailleurs, de droite comme de gauche, vers l'idée que toute micro-déviance par rapport à l'ordre établi, par rapport à leur ordre, c'est un acte terroriste. Donc pour les policiers du 22 au soir, effectivement, cette dame, elle était dans le terrorisme parce qu'elle n'avait pas les moyens de se payer un ticket. Et parce qu'elle était racisée. Et au printemps, c'est les syndicalistes combatifs, c'est les étudiants qui étaient terroristes, et c'est les goudieurs qui continuent à l'être parce qu'ils ont défendu leur emploi et que maintenant ils mangent 9 mois de prison ferme. À mon avis, c'est souvent quand on est mis face à la nécessité la plus violente, que les grandes choses se produisent. Et que se lèvent les obstacles qui ont fait que pour l'instant on a pu combattre un petit peu en séparé chacun de son côté.
peut-être que collectivement, je voulais terminer en disant ça, on peut faire de ce meeting l'occasion de poser un premier jalon dans la construction de ce front commun, puisque c'est le titre que les organisateurs ont choisi de donner au meeting. Et peut-être que ça pourrait se concrétiser de deux manières. Amal faisait déjà une proposition, mais je pense que c'est des choses qui vont à peu près dans le même sens. C'est-à-dire déjà qu'on se dise que le week-end qui est appelé par les syndicalistes de Goodyear, qui sont condamnés à 9 mois de prison ferme, le 19-20 à Amiens, qui est un appel qui est large, qui inclut la question des violences policières et qui inclut les violences et la répression qui sont subies par tout le mouvement dans le monde du travail, que ça soit un appel auquel on répond pour s'y rendre collectivement et en faire la prochaine échéance après ce meeting-là. Et une autre proposition, ça serait que on cherche à pérenniser l'arc de force, y compris en l'élargissant, parce que tout le monde n'est pas là. Je sais qu'il y a des excusés, la brigade anti-négrophobie est excusée, le Front uni des quartiers populaires est excusé. Néanmoins, il y a encore des collectifs qui auraient pu être ici, qui ne le sont pas pour des raisons matérielles, tout ça s'est organisé rapidement, mais néanmoins il ne s'agirait pas qu'on en reste là, et peut-être qu'on peut réussir à pérenniser une plateforme, un cadre, un collectif, mais en tout cas quelque chose qui nous unisse pour lutter ensemble contre la violence policière et la répression et le racisme, parce qu'on sait qu'on a encore du pain sur la planche, que les choses ne sont pas en train de s'arranger de ce point de vue-là, quoi.